Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TechCare, une émission enregistrée dans le cadre du salon IFTM Top Resa. Au programme de cette émission aujourd'hui, le grand angle sur l'IA générative. Après les expérimentations, quel est vraiment l'intérêt de cette technologie grandissante qui est de plus en plus adoptée par les entreprises, notamment dans le tourisme. Nous retrouverons également les pitchs des startups. Nous accueillerons Antoine Anjar, nouveau directeur général d'ADN Tourisme, qui nous parlera de la transformation de la fédération. Et enfin, Hugo Pellegrin décryptera dans sa chronique les flops de certaines technologies dans le tourisme. Tout de suite, le grand angle. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Leroy-Méline, vous êtes directeur exécutif technique chez IBM Consulting. Nicolas François, vous êtes directeur du pôle digital et commercialisation d'Explore Grand Est et vous avez également lancé une newsletter dédiée à l'intelligence artificielle. Et François Nollen, vous êtes référent expertise et ambassadeur tech chez SNCF Connect & Tech. Bienvenue. Alors, depuis la démocratisation de l'IA générative, que l'on doit principalement au succès de ChatGPT qui a explosé fin 2022, les entreprises se sont ruées sur cette nouvelle technologie. Cette technologie promesse d'une meilleure productivité, même voire d'une meilleure créativité. Depuis presque 2 ans, de nombreuses expérimentations, je l'ai dit, ont été menées. Quel bilan peut-on en tirer ? On va voir ça avec vous aujourd'hui. IBM a été précurseur avec IBM Watson, même si on ne l'appelait pas vraiment comme ça, on va pouvoir peut-être revenir sur les termes à l'époque. Comment expliquez-vous le développement si rapide de cette technologie ? Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Un premier facteur est un facteur technologique, c'est-à-dire qu'il y a eu un développement des capacités de calcul qui a été extrêmement fort, qui a amené à pouvoir calculer beaucoup plus sur les données. Le deuxième développement, ça a été l'avènement des données. Les données des entreprises sur Internet, etc. ont été rendues beaucoup plus disponibles. Et le troisième élément, c'est les algorithmes. Et l'IA générative, en fait, est un algorithme qui a été inventé en 2017 sur la base des transformers, même si on exploite l'IA générative de manière un peu large aujourd'hui, parce que l'IA a été depuis plus longtemps que ça générative. Et bien c'est le croisement des trois qui, ces 2 dernières années, ont amené en fait à ces IA d'être capables de parler la langue, le français, l'anglais, générer des images de manière beaucoup plus réaliste. Et comme les entreprises ont fait le chemin de l'IA depuis plusieurs années, ils ont déjà découvert les cas d'utilisation. Et donc ils ont embrassé l'IA générative de manière beaucoup plus forte qu'on pouvait l'avoir auparavant. Donc c'est vraiment une question de démocratisation qui a eu lieu ces 3 dernières années. Et pour revenir justement sur le cas IBM Watson, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous voulez faire évoluer peut-être IBM Watson, tout simplement ? Alors effectivement, IBM Watson a évolué vers ce qu'on appelle Watson X, donc qui est cette nouvelle génération qui promeut une IA générative responsable, c'est-à-dire qu'on va chercher l'optimisation énergétique. Parce que tout ça, en fait, derrière, il y a des objectifs de soutenabilité par rapport à l'intelligence artificielle. Et aussi, chercher l'optimisation en termes de confiance. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir une IA pour les entreprises, donc il faut avoir confiance en l'IA. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait inventé toutes ces nouvelles technologies, qu'on a embarquées effectivement dans Watson X, qui est finalement une évolution de notre plateforme pour les entreprises avec l'IA générative. Et typiquement, alors je vous pose une question comme ça qui me vient tout de suite. Dans le tourisme, une entreprise qui utiliserait IBM Watson, qu'est-ce que ça permettrait de faire, par exemple ? Il y a tout un panel de cas d'utilisation. Le premier cas d'utilisation évident, c'est l'amélioration en fait, de la relation client. C'est-à-dire que le tourisme cherche à avoir une hyper-personnalisation de plus en plus forte. En fait. Pourquoi ? Parce que l'expérience du voyage doit être unique et chacun doit proposer cette expérience unique. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément suffisamment de personnes humaines pour pouvoir proposer cette expérience unique. Et donc l'IA générative permet de comprendre toutes ces interactions, que ce soit à la fois des interactions quand on recherche un voyage, aussi quand on a un problème sur un voyage aussi, pour pouvoir les accélérer, les rendre personnalisés et puis pouvoir finalement offrir cette expérience unique à chacun. Donc ça c'est un des premiers cas d'usage qui sont, je dirais, évidents. Après,
Le deuxième cas d'usage aussi qu'on voit de plus en plus, c'est aussi tout ce qui est reconnaissance visuelle et explication associée aux, à la génération de texte, des sous-titres, de voix, etc. On voit l'IA dans une, alors je ne dirais pas comme une créativité, mais plutôt une assistance à la créativité pour justement faciliter, on va dire, la promotion de certains territoires qui parfois n'ont pas forcément les moyens d'avoir des agences et donc ils peuvent s'aider de l'IA générative aussi pour justement développer le contenu créatif à la promotion de ces territoires. Et on reprendra un des points que vous avez évoqué, la relation client, juste après. François, comment voyez-vous, comment avez-vous vu l'arrivée de l'IA générative au sein de SNCF Connect & Tech? Est-ce qu'on parle d'une révolution? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution? Question très intéressante. Merci Julia. Oui, le terme révolution technologique est pas neutre et tout le monde ne sera pas d'accord. Je dirais, derrière le terme révolution technologique, souvent on entend deux choses, un progrès technique, un progrès scientifique, un bond en avant sur les capacités à faire, et une diffusion, une adoption qui est massive et qui bouleverse les sociétés. Du coup, on peut discuter du côté révolutionnaire, par exemple, d'un outil comme ChatGPT que tu mentionnais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment une révolution technique? Et il est toujours bon de le rappeler, comme tu l'as très bien fait, que l'intelligence artificielle, c'est pas totalement nouveau. Et on a connu la démocratisation du machine learning, du deep learning, puis les modèles de fondation, etc. Donc sur le plan technique, on s'inscrit bien dans un progrès relativement continu, même si on a vraiment beaucoup avancé ces dernières années. En revanche, sur le plan de l'adoption, là je pense que c'est indéniable qu'on est sur une forme de révolution. On l'a vu avec le million d'utilisateurs de ChatGPT les 5 premiers jours. Ça, c'était quelque chose d'absolument sans précédent. Et on le vit au quotidien lorsqu'on regarde un journal ou qu'on ouvre les réseaux sociaux. On voit bien que ça bouleverse nos sociétés, que ça pose plein de questions, remet en cause beaucoup de choses, développe plein d'usages. Et comment ça se traduit dans une entreprise comme SNCF Connect & Tech? Vous le savez, on a deux activités, celle de distributeur, d'e-commerçant, avec SNCF Connect, le produit tout en un des mobilités durables, bien connu du grand public, mais on a aussi un deuxième métier qui est celui de développeur de solutions technologiques. Donc on développe des centaines de sites web, d'applications mobiles, d'agents conversationnels pour le groupe SNCF, pour différents acteurs des mobilités. Et donc quand on prend l'ensemble de nos activités, ce que je trouve intéressant pour juger un peu de ce côté révolutionnaire de l'intelligence artificielle et de l'IA générative, c'est qu'en fait on voit des usages, on a l'occasion d'expérimenter, d'avoir des promesses de valeur dans quasiment tous nos métiers, toutes nos activités. Donc l'ensemble de nos activités, c'est plus de 1000 experts aujourd'hui et on voit qu'on a l'occasion d'expérimenter des choses et on a des promesses de valeur de l'IA générative dans quasiment tous les domaines. Ça va de l'optimisation des briques SEO, la génération d'images par exemple pour des campagnes publicitaires, assister des centaines de développeurs chez nous qui utilisent des assistants virtuels vraiment spécialisés dans le développement. On pense évidemment à tout ce qui est conversationnel, donc les LLM et tout ce qui va avec. Mais aussi, quelque chose qu'on voit moins lorsqu'on est utilisateur et pour le grand public, c'est une utilisation en interne, par exemple pour la relation client, pour les agents, pour les conseillers, les concepts de conseillers augmentés, pour lesquels on a eu l'honneur d'être récompensé il y a quelques mois. Donc en fait, on voit que tous les métiers sont directement impactés par ce nouvel outil, cette révolution. Ça ne veut pas dire, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser l'IA générative partout pour tout, sans distinction et de manière aveugle. On a des exigences, il y a plein de choses qu'on va aller regarder. Et aujourd'hui, on est plus sur une posture une approche de test and learn, on expérimente beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on garde l'IA générative pour partout où on pourrait en mettre. Mais en tout cas, clairement, on est sur un nouvel outil qui bouleverse nos habitudes et qui pose plein de questions. Et le champ des possibles est vraiment beaucoup plus vaste qu'avant. Nicolas, François vient de le dire, l'IA générative est très intéressante en interne pour améliorer les process, etc. Vous, en tant qu'acteur du tourisme, aussi en tant qu'observateur, comment voyez, est-ce que vous pensez que finalement l'IA générative, c'est en interne pour améliorer les process, quelle est la plus intéressante? Nous déjà en interne, mais en fait la différence, c'est hyper intéressant, les retours d'expérience et la différence. Dans le sens, Guillaume parlait tout à l'heure de l'IA qui existe depuis longtemps dans les entreprises. Mais finalement, pour des acteurs touristiques comme nous, des entreprises de taille moyenne, ça n'existait pas. Ce n'était pas à notre portée, on ne pouvait pas s'en servir. Avec l'arrivée de l'IA générative et de ChatGPT, c'est la possibilité de cette démocratisation et d'un usage pour tous à des coûts complètement abordables pour le coup.
Et c'est vrai que dans le tourisme, on voit qu'on est un peu timide encore. Alors je parle pour la partie plus des destinations touristiques. Il y a un intérêt qui est énorme. Dans les derniers sondages, 70% des acteurs qui sont vraiment intéressés. De l'autre côté, il y a vraiment un manque de connaissances qui crée des questions pour vraiment l'appréhender. Mais derrière, les usages, ils sont multiples. Alors les premiers cas d'usage qui ont été mis ou cas pratiques, c'est beaucoup autour de l'IA conversationnelle, enfin les chatbots, on teste, il y a des tests, il y a une dizaine de projets comme ça qui tournent autour de ça, ou de la créativité, des campagnes autour de la créativité. Après, moi je suis assez d'accord avec ce côté de l'usage en interne. Alors c'est moins visible pour le grand public, mais il y a une vraie grosse valeur ajoutée. Et nous, par exemple à l'agence régionale du tourisme, c'est par là qu'on est parti. On s'est dit, on a regardé un cas d'usage, c'est quoi notre pain point, où c'est qu'on perd du temps, où c'est qu'on pourrait être accompagné, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'a pris, et notamment si je reste sur un exemple, la création de contenu, un peu le nerf de la guerre, avec tous les challenges, comment avoir des problématiques sur le SEO, si on a fait trop du contenu généré, rester authentique. Mais quand on a une bonne base de données, Guillaume en parlait tout à l'heure aussi, c'est notre cas, là, plus de 3000 offres au départ, quand on arrive à travailler des prompts, on arrive à avoir des cas d'usage très concrets. Et là, c'est des économies à la clé, même pour des acteurs comme nous, où on va moins sous-traiter certains travaux. Et là, ça devient, je trouve, très très intéressant. Alors très intéressant le sujet des données, parce que comme vous le disiez, c'est le nerf de la guerre. Justement, il y a une étude Gartner qui révèle que 30% des projets IA génératifs seront abandonnés à l'étape du proof of concept d'ici 2025, en raison justement de la mauvaise qualité des données, en raison des contrôles de risque insuffisants et de l'escalade des coûts, mais aussi de l'absence d'un modèle économique viable. Guillaume, c'est les principaux freins que vous avez, que vous identifiez aussi à l'adoption de l'IA générative? Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on travaille à faire en sorte que les modèles d'IA générative aient justement la plus petite empreinte énergétique possible pour le même résultat. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à un moment donné, souvent quand on fait un essai, qu'on appelle un proof of concept, un pilote sur quelques centaines de clients, etc., on ne se rend pas compte de la difficulté de la mise à l'échelle, c'est-à-dire que le ROI, en fait, on va peut-être pas le voir sur quelques centaines, mais dès qu'on passe à l'échelle de millions de Français, eh bien, d'un seul coup, ça fait des coûts faramineux. Des coûts faramineux économiques, mais des coûts faramineux aussi en termes d'énergie. Donc tout l'enjeu aussi, c'est que je travaille avec mes équipes, quand je fais de l'implémentation d'IA générative auprès de mes clients, c'est justement travailler sur chacun des cas d'utilisation, la démarche de scalabilité, de mise à l'échelle, pour que justement ne pas tomber dans ces travers et garantir un succès en fait de ces pilotes. Le deuxième point aussi qui est extrêmement important, c'est, j'ai envie de dire, c'est les entreprises doivent se doter d'une sorte de feuille de route de l'IA générative. Non pas avec 1-2 cas d'usage, mais une cinquantaine. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme vous l'avez dit, l'adoption, tout ce qu'on peut faire avec l'IA générative est sans limite. Et donc on a, en fait, tout est une question d'adoption, d'appropriation, d'intégration dans le cas d'usage aussi de sécurité, comme vous l'avez dit. Et donc ça permet aussi d'avoir cette flexibilité et de permettre en fait de choisir le bon cas d'usage au bon moment par rapport à l'évolution de la technologie, parce que la technologie va continuer à évoluer. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'IA c'est une évolution permanente, mais qui apporte des révolutions unitaires. Alors, peut-être revenir sur des cas peut-être plus concrets chez SNCF Connected Tech et l'Agence régionale de tourisme de Grand Est. Vous avez fait des expérimentations dans chacune des entreprises. À quel moment vous vous êtes dit l'IA générative elle va pas nous aider, finalement elle n'est pas si pertinente? François. Alors effectivement, ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on explore sur de nombreuses solutions, notamment conversationnelles, des assistants vocaux par rapport à des chatbots, etc. Là, l'IA générative nous amène encore beaucoup de nouvelles possibilités et des nouvelles réponses. On ouvre des portes qui semblaient relativement fermées sur certains canaux, certains types d'expériences. Aujourd'hui, j'ai pas tellement en tête d'exemples d'usage où on se soit dit « ah ben non, ça ne marche pas ». Le champ des possibles est vraiment vaste. En revanche, on a énormément de cas d'usage qu'on est en train d'explorer et certains sont d'ores et déjà pérennisés. Mais ce qui me semble important, c'est cette approche, je disais le test and learn, c'est de toujours évaluer la promesse de valeur et la valeur effective, la pertinence de l'IA générative dans les différents cas d'usage où on a l'intuition d'une valeur.
pour le client, pour l'utilisateur, ou pour le collaborateur en interne, le conseiller, le développeur. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise, je pense, notre démarche, notre manière d'avancer, c'est de toujours comparer l'IA générative à d'autres solutions, des solutions analytiques classiques, du machine learning classique, des règles métiers, des choses comme ça, et d'aller évaluer la valeur et de regarder un petit peu où on en est par rapport à la maîtrise des limites. C'est-à-dire quand on parlait de révolution technologique, généralement avec une révolution technologique, on a un nouvel outil qui arrive, qui se diffuse très vite, mais il arrive aussi avec ses limites. Et le temps de maîtriser, de juguler, de modérer un petit peu ses limites ou de les contourner, eh ben, il y a cette phase où on doit s'éduquer, on doit apprendre, et on doit surtout apprendre à comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limites, et du coup poser un cadre. Et chacun apprend à poser son propre cadre. Les limitations sur l'IA générative, ben, on en a vu, on est tous conscients de la plus connue, c'est probablement les hallucinations. On se souvient tous l'épisode des œufs de vache, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de progrès depuis. Arriver à modérer un petit peu ces phénomènes d'hallucination, avoir davantage de maîtrise en conversationnel, par exemple, sur les réponses qui sont apportées. Mais en fait, nous, on essaie d'appliquer aussi nos exigences générales sur le numérique, on va dire. C'est-à-dire, et on a vu d'autres failles, typiquement dans les semaines après l'ouverture de ChatGPT, on a vu le scandale des œufs de vache et les hallucinations, on a vu des failles de sécurité côté OpenAI, et là c'est juste l'exemple d'OpenAI, mais en fait on a vu beaucoup de choses de ce genre-là dans les mois qu'on suivi. Donc avant de mettre en production, et particulièrement quand on est un grand groupe, particulièrement quand on a des millions de visiteurs chaque jour, on doit être responsable en termes de cybersécurité, en termes de protection des données. Donc répondre à ces questions-là, est-ce qu'on est en maîtrise? Est-ce qu'évidemment on a une certaine maîtrise ou la maîtrise suffisante sur ces hallucinations? Mais aussi aujourd'hui, il y a la régulation qui arrive, il y a l'AI Act qui est arrivé en mars, donc il y a des exigences d'explicabilité, de transparence qui sont arrivées. Et puis on pourrait rajouter, évidemment, et ce n'est pas la moindre des exigences, c'est le côté environnemental, l'empreinte environnementale de ces technologies. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à mesurer, chacun de trouver son cadre, et du coup ça nous permet de décider que sur tel usage ou tel usage, la valeur vaut l'investissement en regardant ces différents critères. Nicolas, je vois que vous voulez intervenir. Non, mais j'écoutais avec attention François, c'est intéressant et je rejoins beaucoup de choses et notamment c'est vrai ce côté test and learn un peu à tous les étages. En ce moment on avance comme ça. Nous les limites qu'on a pu en voir en avançant en test and learn, et pour l'instant la limite qu'on se met, c'est de ne pas mettre à disposition directement l'IA générative en contact, j'ai envie de dire, direct avec le client. Pour l'instant on juge que c'est trop entre guillemets dangereux. Pour l'image de marque de la destination, comment s'assurer qu'on ne va pas avoir des hallucinations, comment s'assurer, c'est quand même encore compliqué, il y a des parades, il y a des choses qu'on peut faire. Donc on le limite et concrètement dans notre exemple de ce contenu, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a fait marche arrière juste au bon moment, parce qu'à un moment donné c'était pour de l'interne, quand je dis le client final, ça peut être notre partenaire. Et on s'était dit, pour le contenu, quand il dépose une offre, finalement, on va lui mettre ChatGPT à côté, bien intégré, puis il va se débrouiller, ça va être génial. Mauvais cas d'usage. En fait, ça ne répondait pas aux besoins et à l'usage de notre cible. Catastrophe. Le vrai usage, c'était nos équipes en interne pour que quand on récupère des informations sur ces offres, elles puissent être accompagnées, toujours pareil dans un outil qui accompagne, pour finalement gagner du temps. Et là, voilà, là il a fallu vraiment mettre un coup de frein, parce qu'à se rendre compte qu'en faisant des réunions et en regardant, on disait non mais là on est à côté. Et c'est un peu pour l'instant nous la limite qu'on identifie pour le moment. Alors, si on devait garder un cas d'usage peut-être le plus intéressant dans le secteur du tourisme, peut-être vous allez pouvoir nous dire pour les entreprises d'une manière générale, lequel serait-il selon vous? Voilà, s'il fallait utiliser l'IA générative pour un cas d'usage. Alors, j'ai plusieurs cas d'usage, mais j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur. Je suis sourd profond de naissance et l'avènement de l'IA générative a permis justement de favoriser l'inclusion, je pense, dans le tourisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été limité par les annonces sonores, on va dire que je ne comprenais pas. À travers l'IA générative, même déjà avant, avec la reconnaissance vocale, mais la contextualisation qui est apportée par l'IA générative avec la reconnaissance visuelle, la reconnaissance sonore, et tout ça mélangé dans un contexte par rapport à un univers de tourisme, en fait un outil magique justement pour favoriser les situations d'inclusion justement dans le secteur du tourisme. Donc ça c'est un cas d'usage qui me tient particulièrement à cœur. Après, au-delà de ça,
je suis persuadé que le futur effectivement de l'IA générative, c'est cette assistance permanente à la relation humaine. Et je dis bien, c'est une collaboration entre l'humain et l'IA générative. On est vraiment dans l'augmentation et je pense qu'il faut accepter d'être continuellement aidé par un système génératif, mais sans perdre sa maîtrise. Donc pourquoi? Parce que je pense qu'à deux, on est encore plus créatif, encore plus réactif, encore plus personnalisé. Donc il faut vraiment embrasser ça. François, un cas d'usage le plus intéressant dans votre métier forcément. Alors moi j'ai un petit biais, c'est que je travaille là-dessus depuis 2018 à peu près, c'est le conversationnel. C'est probablement, notamment dans le domaine du tourisme, un des usages où l'IA générative sa valeur est indiscutable. Chez SNCF Connect & Tech, notre raison d'être, c'est d'innover au quotidien pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Et il y a une certaine complexité, parce qu'en termes de tourisme, il y a une offre, une complexité des offres, des transporteurs, des conditions, des abonnements, etc., qui va sans cesse croissant. Et c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est une richesse. Ce n'est pas qu'une complexité, c'est une richesse. Mais ça devient aussi de plus en plus difficile, du coup, d'apporter des réponses pertinentes, de personnaliser, autrement dit, de simplifier pour l'utilisateur. Et une approche pourrait être celle d'appauvrir, de proposer moins de choses, et évidemment, du coup, ça simplifie l'expérience. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à simplifier l'expérience utilisateur, ou l'expérience du collaborateur en interne, hein, c'est la même question, sans appauvrir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, et je pense que l'IA générative a vraiment une promesse indéniable en la matière, et le conversationnel en particulier, puisque cette promesse de pouvoir s'exprimer, obtenir des réponses dans un langage qui est naturel pour l'utilisateur, sans qu'il ait à se déplacer, à naviguer, d'aller chercher l'information au bon endroit, c'est vraiment un gros vecteur de simplification et d'enrichissement du coup de l'expérience client comme de l'expérience utilisateur ou l'expérience collaborateur. Nicolas, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec ça parce que le conversationnel, c'est clairement à moyen long terme quelque chose, et à moyen terme, je pense, vraiment hyper intéressant, et ça rejoint la personnalisation dont parlait Guillaume tout à l'heure, ou l'hyper-personnalisation. D'aller vers de plus en plus, très concrètement, à cette heure-là, on a des segmentations de clientèle, 5 segmentations, 6 segmentations. Demain, c'est d'être à, pourquoi pas, 100 segmentations de clientèle grâce à l'IA générative pour être beaucoup plus ciblé par rapport à notre catalogue d'offres. Donc, c'est le cas d'usage pour moi qui est hyper intéressant et qui se nourrira ça sera avec de l'IA conversationnelle, ça va mixer un peu tout. Je pense que quand on aura travaillé avec de la bonne donnée, de qualité, du conversationnel et l'expérience utilisateur. Alors là, moi, je suis plutôt un fervent défenseur de ça. C'est ce qui manque beaucoup pour l'instant, je trouve, dans beaucoup de projets, c'est on a oublié un peu le client. Et au final, du coup, de se servir de l'IA générative en transparence. Moi, je pense que moins elle sera visible pour le client final. Ce qui d'ailleurs m'interpelle, il y a une étude du SKIF qui est sortie, c'était le SKIF, oui c'est ça, super intéressante sur les premiers usages des voyageurs. Ils disaient 37% des voyageurs ont utilisé l'IA générative et ils sont plutôt contents de leur usage. La question derrière qui n'était pas abordée, c'était mais alors, comment ils ont jugé qu'ils s'étaient servis de l'IA générative? Ça veut dire qu'on parlait de ceux qui certainement ont utilisé un chatbot ou parce que c'était indiqué, mais où sont les cas où ils ne se sont pas rendus compte? L'algorithme de Netflix utilise de l'IA générative. Est-ce que là, ils l'ont coché comme étant, alors c'est pas dans le tourisme, mais où est-ce qu'on en a Et je trouvais que la frontière, elle est intéressante, et je suis plutôt partisan de me dire, moins on le verra, en tant que client, mieux ça sera. C'est un peu ce concept de la technologie magique. En fait, on a l'impression que c'est de la magie, mais non, derrière, il y a une technologie assez puissante. Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez sur le plateau, puisque nous allons maintenant accueillir 3 startups. 3 startups qui vont avoir 1 minute pour pitcher face à vous, messieurs. Et vous poserez d'ailleurs une question à l'issue de ce pitch. C'est donc les pitchs des startups. Et c'est la start-up Génial qui ouvre le bal. Vous avez 1 minute pour pitcher, c'est parti. Notre mission chez Génial, c'est de mettre en action l'IA générative dans les entreprises du tourisme et des loisirs. Trouver des cas d'usage sécurisés, performants et sur mesure, c'est ce qui anime les équipes Génial au quotidien. Nous avons une méthodologie éprouvée qui commence par l'acculturation et le pas à pas avec nos clients, c'est Génial Academy. Puis vient le temps de la conception et du déploiement des agents qui transitent par le lab et intègrent ensuite notre showroom une fois qu'ils sont live.
Sans oublier évidemment tout le volet analytique des agents IA, où on a créé un logiciel, la Factory, qui permet la remontée de tout l'analytics et du monitoring des agents IA. Cette vision permet à nos clients de tirer pleinement profit de l'IA générative et de capitaliser sur leurs actifs IA. Merci. Merci beaucoup. François, avez-vous une question pour Génial ? Merci, c'est extrêmement intéressant et je ne serai pas la personne à convaincre de la valeur que peut avoir l'IA générative dans le domaine du tourisme, pour la personnalisation, pour proposer des choses un petit peu différenciantes et aussi régler par exemple les problèmes de surfréquentation de certaines destinations, etc. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes là-dedans. J'entends que vous proposez un peu une forme d'accompagnement, d'acculturation, notamment des entreprises sur l'IA générative. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à ce qui s'est passé en mars, la régulation européenne sur l'intelligence artificielle, le fameux AI Act, qui arrive et pose des exigences en matière de transparence et d'explicabilité de l'IA. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette exigence, elle vous remonte par vos clients et comment est-ce que vous pouvez accompagner les entreprises sur ces aspects-là qui sont un petit peu nouveaux, en tout cas en termes de régulation? Oui, absolument, merci pour la question. Justement, on s'en sert, c'est presque une chance que d'avoir un cadre, un règlement européen. Par rapport, j'ai envie de dire, aux États-Unis, on voit bien que la sortie de l'iPhone, il va y avoir un iPhone européen, un iPhone américain. Par rapport à cette réglementation, donc l'impact sur les hardware, il est réel. Et notre approche se nourrit de cette réglementation pour au contraire sécuriser les usages. Et on a justement cette vision un peu de souveraineté des données qui est très claire. Mistral est là pour ça, notamment en tant qu'acteur français européen, pour s'inscrire en tout cas aux côtés des acteurs américains, mais pour proposer une vraie alternative française. Et l'IA Act, en tout cas, est un premier pas vers un cadrage qui, je pense, sécurisera au contraire nos clients français et européens, on l'espère, comme le RGPD a pu l'être à un certain moment. Donc c'est plus une force qu'un inconvénient dans tout le discours qu'on peut avoir dans l'acculturation avec nos clients. Très clair, merci. 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 Nous accueillons désormais la start-up Fullsoon. C'est parti pour le pitch. Alors Fullsoon, c'est une solution d'intelligence artificielle pour les restaurants. On va aider les restaurants à réduire leur gaspillage alimentaire. Comment ? Grâce à de la prédiction. On va réaliser 3 types de prédictions. À quelle heure les clients vont venir dans l'établissement, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. Comment on arrive à faire ça ? Grâce à de la donnée. 2 types de données. La donnée interne au restaurant, donc en fait on va venir se connecter au logiciel de caisse des restaurants pour récupérer toutes les infos qu'il y a sur le ticket de caisse. À quelle heure les clients sont venus, le plat qu'ils ont commandé. Et à partir de la localisation du restaurant, on va venir ajouter toutes les données externes qui peuvent impacter la vie du restaurant. La météo, les vacances scolaires, les événements sportifs, tout ce qui peut modifier le comportement des consommateurs. Et à partir de là, en fait, ça va permettre au restaurant d'anticiper ses ventes, de mieux préparer et de réduire de plus de 30% son gaspillage alimentaire. Merci beaucoup. Bravo, dans le timing. Nicolas, est-ce que vous avez une question pour Fullsoon ? Il y en aurait plein, parce qu'en 1 minute, c'était intéressant. Bravo déjà, c'est hyper vertueux comme démarche. Moi, j'en ai plein, mais c'est sur les données. Les données, j'en ai 2, tant pis. Voilà. C'est sur les données, parce que vous parliez, il y a beaucoup de logiciels de caisse. Alors, comment arriver finalement, les restaurants, il y en a des milliers. Comment vous faites ? Et derrière, c'est finalement, est-ce que vous avez des cas concrets à nous partager, au moins un cas concret d'un restaurateur qui aurait vraiment vu un avantage à utiliser la solution ? Bien sûr. Alors oui, des logiciels de caisse, il y en a énormément. Nous, nos premiers clients, c'est les grands groupes, les restaurants chaînés et franchisés. Donc tout de suite, ça réduit le nombre de logiciels de caisse. Aujourd'hui, on est intégré par API. En fait, on s'intègre par API avec plus de 80% des logiciels de caisse qui servent la restauration chaînée et franchisée. Et en fait, des cas concrets, on en a beaucoup parce qu'aujourd'hui, on équipe plus de 1500 restaurants. Le meilleur cas, c'est le groupe Accor, qui en fait, après avoir testé notre solution et l'avoir presque co-développée, c'était nos premiers clients, ont réussi à réduire de plus de 30% leur gaspillage alimentaire, réduire de 6% le food cost dans les restaurants et sont même entrés au capital de la société après avoir vu les résultats de la solution. Super clair, merci. Et enfin, c'est au tour de la start-up GoWiz. C'est parti pour le pitch. Oui, bonjour. Alors GoWiz, c'est une solution qui est développée en partenariat avec le CHU et le Centre du Sommeil de Brest, qui permet de réduire l'impact du décalage horaire sur le voyageur. Elle est basée sur une discipline médicale qui s'appelle la chronobiologie, qui explique qu'en utilisant les synchronisateurs naturels tels que l'exposition à la lumière principalement, mais aussi l'alimentation, l'exercice physique,
les relations sociales, on peut l'utiliser pour gérer le décalage horaire et récupérer jusqu'à 4 fois plus rapidement. Encore faut-il bien utiliser ces synchronisateurs et au bon moment. Donc GoWiz est une solution qui est d'ores et déjà disponible sur les stores via une application mobile à destination du grand public, avec aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs dans le monde. On est aussi à destination des B2B, c'est-à-dire qu'en fait les agences de voyage peuvent les proposer à leurs clients qui font des longs courriers, les assurances aussi à leurs assurés qui parcourent le monde, les hôtels, les conciergeries, mais aussi les grandes entreprises, les travel managers à destination de leurs salariés. Et on arrive aux 1 minute, pile poil. Bravo. Guillaume, avez-vous une question pour la startup GoWiz? Moi, je suis passionné par l'utilisation de l'IA effectivement pour ce domaine-là, pour le bien-être. Est-ce que vous voyez des évolutions dans votre offre au-delà du voyage, c'est-à-dire de tout ce qui est fatigue liée au voyage, lié au jet lag, mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous envisagez plus tard? Alors effectivement dans le futur, donc cette solution elle s'applique aux voyageurs et précisément au jet lag, mais de manière générale ça s'applique au sommeil. Donc on peut appliquer cette solution aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD, aux petits qui sont dans les écoles maternelles, aux personnes qui ont des difficultés de sommeil. On utilise la chronobiologie pour nos athlètes de haut niveau quand ils vont faire des compétitions loin. Donc c'est effectivement une discipline qui est bien utilisée. Bravo en tout cas. Merci beaucoup, bravo aux 3 startups et merci encore à nos intervenants. Il est maintenant l'heure de l'interview. Antoine Anjar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général d'ADN Tourisme depuis presque 1 an. Question simple, pour commencer, qui êtes-vous et que faisiez-vous avant de rejoindre ADN Tourisme ? Bonjour Julia, alors qui je suis, je ne vais pas faire trop long, mais moi je suis originaire de Corrèze. C'est un territoire cher à mon cœur et j'ai fait pas mal de métiers différents. J'étais éditeur universitaire, j'étais banquier, ce qui peut paraître éloigné du tourisme, mais en réalité j'ai passé 13 ans à la direction générale du CNER, qui est la Fédération des agences d'attractivité, de développement économique et d'innovation. Et donc c'était déjà un réseau d'acteurs territoriaux aux différents échelons. Il y avait des adhérents régionaux, départementaux, locaux, donc comme ADN Tourisme. Et donc c'est assez logiquement que finalement j'ai pris la direction d'un plus grand réseau, beaucoup plus important qu'est ADN Tourisme aujourd'hui. Très bien, c'était concis, c'est parfait pour cette petite présentation rapide. Donc ADN Tourisme est né il n'y a pas si longtemps, c'était en 2020, ouais. Donc la fusion de 3 fédérations historiques dans le milieu institutionnel du tourisme. Quelle est votre ambition pour la fédération? Quelle transformation voulez-vous opérer? Alors, je pense qu'il faut vraiment insister sur ce que vous venez de dire, à savoir que c'est vraiment les acteurs territoriaux du tourisme. On dit souvent institutionnel parce que c'est un peu le jargon habituel du métier, mais finalement moi j'insiste beaucoup sur la dimension territoriale parce que ce sont des acteurs qui sont les acteurs des collectivités. Les collectivités investissent et s'appuient sur ces acteurs-là pour finalement donner une dynamique collective, déjà élaborer une stratégie, la mettre en œuvre, mais élaborer aussi, impulser une dynamique collective. Parce que finalement le tourisme c'est l'affaire des acteurs privés, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui font des loisirs, il y a énormément d'acteurs qui interviennent finalement dans la politique touristique et donc à un moment donné il faut bien rassembler ces différents acteurs publics, privés, etc. Et donc finalement nos adhérents sont un peu des traits d'union aussi de tout cet écosystème au niveau local. Donc je dirais qu'il y a une ambition d'ADN qui est finalement de faire un petit peu la même chose au niveau national et donc l'idée aujourd'hui, alors on a un nouveau président aujourd'hui qui s'appelle Stéphane Villain, je tiens à le préciser, qui a été élu au début juillet, qui est le maire de Châtelaillon-Plage au sud de La Rochelle, entre autres casquettes. Et pour Stéphane, l'idée c'est vraiment, c'est une ambition interne ici, mais d'arriver à rassembler aussi les différents acteurs nationaux, cette fois-ci, de l'écosystème touristique, pour travailler avec eux, parce que finalement on est face à des défis, les défis de demain qu'on évoquera. Ça veut dire quoi rassembler, les faire parler en fait? C'est Pas uniquement, travailler avec eux. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une part de la réponse.
sur les grands enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui. Le tourisme doit se réinventer quelque part. Et donc, tout le monde a un bout de la réponse en réalité. Et donc, c'est vrai que vous l'avez dit, ADN est très récent, 2020, donc il faut qu'on digère aussi cette fusion. C'est pas forcément évident, ça c'est un vrai enjeu en interne. Mais il faut qu'on arrive aussi à se décloisonner, en tout cas à faciliter, comme le font nos adhérents, la mise en réseau des autres acteurs. Il y a des gens très spécialisés, il y a évidemment les acteurs de l'État, etc. Mais savoir travailler avec eux pour arriver à affronter les défis de demain qui sont colossaux et qu'on ne résoudra pas seul dans notre coin en réalité. Alors, je sais que vous vous intéressez aussi aux nouvelles pratiques technologiques, notamment dans le tourisme, les professionnels comme les touristes, le tourisme au sens large. Quelle place allez-vous accorder justement au numérique, aux technologies dans cette ambition ? Alors, on va engager un travail stratégique qui va préciser ces choses-là, mais déjà aujourd'hui, là aussi, c'est une ambition de notre président et que je partage totalement. Je parlais des grands enjeux du tourisme qui nécessitent à se réinventer. Il y a évidemment l'enjeu environnemental et il y a l'enjeu technologique. Et finalement, aujourd'hui, il se réduit un petit peu, entre guillemets, à la question de l'intelligence artificielle générative. On est un peu tous comme des poules devant un couteau, à se dire comment on l'utilise. Il y a un peu deux volets aujourd'hui. Il y a comment on l'utilise comme un outil de productivité pour son organisation, comment on travaille mieux grâce à cet outil-là. Et puis il y a l'outil, vous l'avez dit, un peu métier, c'est-à-dire comment on l'utilise pour mieux parler aux touristes, mieux faire notre métier, qui est le métier de nos adhérents, d'ADN Tourisme, c'est d'arriver à informer, à accueillir au mieux les touristes. Et donc avec l'IA générative, probablement qu'on va pouvoir le faire mieux. Donc là, sur ces deux volets-là, il va falloir qu'on travaille très franchement et forcément pas seul, parce que notamment sur un sujet très technologique comme ça, on n'aura pas toutes les clés pour avancer seul. Et concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire justement autour notamment de l'IA générative? Alors concrètement, sur la partie IA comme outil de productivité pour nos organisations, très clairement, on va lancer nous une étude, c'est assez simple, mais parfois il faut commencer par les choses simples. Une étude en fait qui va nous permettre d'étudier très précisément quels vont être les impacts, les applications, alors les impacts positifs comme négatifs d'ailleurs, de l'IA générative sur nos métiers et sur les fonctions au sein de ces métiers, parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers dans le tourisme institutionnel et donc il y a des fonctions précises derrière. Donc vraiment aller creuser assez loin pour dire voilà quels sont tous les cas d'usage qu'on va pouvoir recenser, qu'est-ce qui va bouger, et on va prioriser ensuite les fonctions qui vont être les plus concernés, les accompagner par du soutien sur de l'accompagnement conseil, de l'accompagnement en formation. Et c'est extrêmement important que nos acteurs, nos professionnels dans nos adhérents soient bien formés, parce que derrière, ils sont aussi des acteurs qui accompagnent les acteurs privés. Donc il faut aussi qu'ils soient en capacité eux-mêmes après de faire un effet boule de neige en fait, pour que tout ça se diffuse très rapidement. Et vous parlez de formation, diriez-vous finalement que les acteurs institutionnels, les territoires sont un peu à la traîne du côté des technologies, du côté du numérique ? Oui et non en fait, parce que ce que je constate, c'est que certains essayent, innovent, il y a quand même une créativité énorme. J'ai tendance à dire que la politique française du tourisme est souvent une politique d'abord territoriale, parce que beaucoup de choses sont faites, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de choses sur le terrain sont testées. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui testent, mais c'est vrai de manière des fois un petit peu opportuniste, ou en tout cas en allant sur un sujet plutôt qu'un autre, sans savoir si c'est vraiment celui-là qu'il faut prioriser ou pas. Donc il y a des gens qui innovent, qui expérimentent tous les jours. Donc à nous, on essaye de faire ça au niveau d'ADN Tourisme, de remonter toute cette information-là et d'analyser ça et de voir qu'est-ce qui peut nous intéresser et être dupliqué après. Mais c'est vrai, on est très nombreux, donc très différents, et il y a pour des raisons de moyens parfois, tout simplement, moyens humains comme financiers, il y a des structures qui sont... qui pourraient rater le train. Et l'ambition d'ADN Tourisme, pour reprendre le sujet, c'est vraiment aussi d'arriver à ce que tout le monde monte dans ce train-là, chacun à son niveau, mais de manière à ce qu'on ne prenne pas de retard en fait, et si possible, qu'on soit le plus innovant possible, le plus en pointe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Les beacons, les Google Glass, les robots d'accueil. Vous avez peut-être entendu parler de cette technologie, peut-être même les avez-vous testés, et puis le néant. Quelles sont ces technologies à qui on prédisait un brillant avenir? Tour d'horizon des flops dans le tourisme avec Hugo Pellegrin. Si je vous dis beacon, vous penserez sans doute au copieux petit déjeuner continental que vous avez pu déguster lors de votre dernier séjour à l'hôtel. Et c'est tout à fait normal, car les beacons, vous savez, ces balises Bluetooth capables d'activer le contenu d'une application mobile, ont fait ce qu'on peut appeler un flop dans le tourisme. Imaginez, vous vous promenez dans un musée quand soudain, devant un tableau, vous recevez une notification qui vous invite à en savoir plus sur son auteur. Voilà l'une des nombreuses promesses de cette technologie qui a été faite au pro du tourisme il y a quelques années.
Une offre qui a su convaincre différents acteurs comme le musée du Louvre, l'aéroport de Bruxelles ou encore le groupe Marriott. Mais aujourd'hui, les beacons n'ornent plus les murs des musées, des hôtels ou des aéroports. Et parmi les freins principaux, le fait que le dispositif soit alimenté par des piles. Peu pratique et encore moins écologique. Le côté intrusif des beacons n'était pas non plus du goût de tous. Et l'entrée en vigueur du RGPD n'a rien arrangé. Au point que de nombreux acteurs finissent par les ranger au placard. Mais vous pourrez peut-être en croiser dans certains bâtiments pour faciliter les déplacements là où le signal GPS ne fonctionne pas. En revanche, il est peu probable que vous croisiez un guide touristique ou une hôtesse de l'air en train de porter des Google Glass. Et oui, lors de leur sortie en 2012, ces lunettes de réalité augmentée sont devenues l'étendard des technologies immersives. La promesse, ajouter une couche de virtuel sur le réel en affichant des informations comme la météo, l'itinéraire ou des messages tout en libérant les mains de l'utilisateur. Un discours convaincant pour plusieurs acteurs touristiques. L'OTA Destinia lançait ainsi en 2014 une première application Google Glass qui permettait de réserver un hôtel, tandis que l'équipementier Honeywell Aerospace a voulu équiper le PNC des jets privés. Mais faute de killer app, vous savez, ces cas d'usage révolutionnaires, la firme de Mountain View a stoppé la commercialisation des Google Glass en 2022. Et si la science-fiction nous a appris à nous méfier des robots, le soulèvement des machines dans le tourisme n'est pas encore près d'arriver. Et oui, c'est une autre innovation disparue des radars, les robots d'accueil. Peut-être avez-vous déjà discuté avec Pepper sur le Costa Diadema ou sollicité Spencer pour connaître la porte d'embarquement de votre vol à l'aéroport d'Amsterdam par exemple. Et si vous avez séjourné au NA Hotel de Tokyo, impossible de louper les 243 robots employés par l'établissement. Autant d'expérimentations qui furent de courte durée. Et oui, le coût d'achat et de la maintenance ont vite fait de décourager les acteurs du tourisme. Certains opérateurs ont aussi déploré les cas d'usage limités, en raison notamment de la mauvaise compréhension des requêtes par les machines. Alors est-ce que l'essor des larges modèles linguistiques va remettre les robots au goût du jour? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Hugo pour ce décryptage. Nous arrivons à la fin de cette émission Tech Care. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.